Bonjour à tous, c'est Gladys la City pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Alors sur les deux histoires, il y en a une qui est réelle, du moins qui est basée sur des faits réels, et une autre c'est plus une légende. Voilà, c'est plus une légende qui a été racontée. Mais il n'y a pas de preuves comme quoi l'histoire a vraiment eu lieu, mais en tous les cas, je trouve que même si c'était une légende, c'est vrai que moi, habituellement, je préfère raconter des histoires qui sont vraies. Mais bon, je me suis dit, de temps en temps, raconter des légendes, ça peut être sympa. Et surtout que cette légende est plutôt pas mal. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous la raconter. Donc on va commencer par l'histoire qui est basée sur des faits réels. Donc ça, c'est l'histoire de Cassie. Cassie est une nouvelle et récemment tombée amoureuse d'un bel homme. Elle est tombée amoureuse d'un bel homme. Elle pense avoir une vie. Enfin, elle pense que c'est le grand amour. Hein, elle y croit à fond. Euh, et puis surtout que cet homme, c'est un grand patron, un patron d'une grande entreprise. Donc forcément, hein, c'est pas le commerçant du coin. Donc ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ça a été le coup de foudre, et du coup elle est persuadée que c'est le grand amour, que c'est qu'elle va faire, enfin qu'elle va vivre et écouler de merveilleux jours avec lui. Donc du coup quelques mois après leur rencontre, ils se marient. Et après leur mariage, ils emménagent donc du coup dans l'appartement de l'homme, d'accord. La fille avait un appartement, mais elle l'a quitté. Donc Cassie avait un appartement qu'elle a reloué, vu que elle est partie aménager chez son Jules. Donc du coup, bon, il s'appelle pas Jules, hein, il s'appelle Tom. C'est très simple, c'est concis, c'est Tom. Donc, elle va emménager chez Tom. Les premiers temps, c'est le rêve, c'est le conte de fées. Elle est vraiment hyper amoureuse et elle est plus heureuse que n'importe qui. Et franchement, elle vit sa meilleure vie. Mais ça va vite changer parce que la journée, Cassie ne travaille pas. Elle est en recherche d'emploi, elle ne travaille pas. Et du coup, il n'y a que son homme qui travaille. Et du coup, quand Tom n'est pas là, elle est la journée à la maison, elle s'occupe du ménage, de la vaisselle, de la cuisine. Elle fait une vie de petite ménagère, mais ça lui convient parfaitement. Hein, ça lui convient parfaitement. Et à côté, elle cherche aussi un travail parce que c'est important pour elle aussi de pouvoir travailler pour pouvoir aider son homme à rapporter des sous. Donc du coup, comme je vous disais, la journée, elle est seule dans un grand appartement parce qu'il est très grand. Il y a une piscine, il y a une piscine intérieure, enfin une piscine, c'est plutôt un jacuzzi, mais bon voilà, piscine. Il y a aussi une grande salle de cinéma. Il y a vraiment tout le confort qu'on peut rêver. Il y a dans cette maison. C'est la maison d'un riche homme d'affaires. Donc c'est sûr que c'est pas le petit appartement pourri, hein. C'est vraiment l'appartement de luxe, hein. Et quand elle va, donc comme je vous ai dit, les premiers temps, quand elle était seule dans l'appartement, ça allait. Mais petit à petit, il va commencer à se passer des choses. Par exemple, la grande télé qui est donc dans le home cinéma, parce qu'il a un home cinéma, la grande télé qui est dans le home cinéma a tendance à s'allumer toute seule. Alors la première fois, Cassie s'est dit que c'était juste une histoire de faux contact. Voilà, elle s'est pas plus inquiétée que ça.
Par contre, quand ça a recommencé à se faire un peu plus souvent, là, elle a commencé à se poser des questions parce que la télé, au moins, je vous dis ça, je vous dis au moins une fois par semaine, elle s'allumait toute seule. Et ça arrivait toujours l'après-midi quand elle était seule dans l'appartement. Ça arrivait pas le soir, ça arrivait pas le week-end, ça arrivait vraiment en semaine quand elle était seule dans l'appartement. Donc ça a commencé par ça. Et puis après, en plus de la télé qui avait tendance à s'allumer toute seule, elle a commencé à sentir qu'il y avait qu'il y avait des objets qui bougeaient dans l'appartement. Mais c'est pas des objets du genre, moi j'ai pris la télécommande et du coup je pensais l'avoir posée sur le canapé, mais en fait j'ai pas posé sur le canapé, je l'ai posée sur la table. Non, 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 c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus, c'est vraiment des trucs qui n'ont pas vraiment de sens. Ça va être, par exemple, voilà, la télécommande qui est censée être soit sur une table, soit devant la télé ou dans le canapé. La télécommande, elle va se retrouver dans le frigo. Voilà, c'est que des trucs comme ça, la télécommande dans le frigo. Une fois, elle a senti une odeur, mais vraiment forte, et en fait, c'était de la viande qui avait été mise dans un placard, donc forcément, elle avait pourri. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça, des objets qui se déplacent et qui n'ont pas de sens, comme je vous ai dit, on va, enfin, pourquoi on va, enfin, qu'est-ce qu'on irait mettre une télécommande dans un frigo, ou pourquoi on mettrait une viande qui normalement est censée être au congélateur dans un placard. Voilà, c'est que des trucs comme ça qui n'ont aucun sens. Donc du coup, au départ, elle veut pas en parler à Tom de ce qui se passe dans l'appartement, parce qu'elle se dit que qu'il la croira pas de toute façon, et que si ça se trouve, c'est peut-être elle qui perd la tête. Donc elle prend les choses très au sérieux, elle va voir un médecin, elle essaye d'être sûre avec le médecin que tout va bien, qu'elle n'a pas de problème neurologique particulier. Le médecin lui dit que non, qu'elle va très bien. Donc du coup, à partir de là, elle est plutôt rassurée, elle n'est pas folle, et elle commence à se dire que si elle n'est pas folle, ces objets se déplacent vraiment toute seule. Alors au début, elle se dit que c'est peut-être quelqu'un qui lui fait une farce, quelqu'un de sa famille, parce que sa famille sait où elle habite. Donc elle se dit que c'est peut-être sa famille. Et au départ, elle pense à son frère, parce que son frère est un vrai farceur, et quand elle était petite, son frère lui faisait beaucoup de blagues, beaucoup de farces. Donc du coup, elle pense que c'est lui. Donc du coup, elle va l'appeler et elle va lui dire, écoute petit frère, enfin oui, petit frère, maintenant ça suffit, arrête de venir chez moi pour me faire ce genre de farce, parce que ça ne m'amuse pas. Et là, le frère, il sait pas de quoi elle parle. Il lui dit, mais de quoi tu me parles? Quelle farce? De quoi tu me parles? Alors au début, elle pense qu'il ment. Alors elle lui dit, mais arrête de mentir. Je sais très bien que tu viens chez moi, que tu déplaces les objets et tout ça. Je sais très bien que c'est toi qui as mis la télécommande de ma télévision dans le frigo. Je sais que c'est toi qui as mis la viande qui était dans le congélateur dans un placard de chez moi. Et de là, son petit frère il va lui dire, mais je te jure, Cassie, ce n'est pas moi. Je te jure que je n'ai pas fait ça. J'ai dépassé l'âge de te faire des farces. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Alors aujourd'hui, les blagues de gamin, c'est plus trop dans mon truc. Donc, malgré tous ces bons arguments, Cassie ne va pas le croire. Voilà. Elle va croire qu'il ment et elle va mettre un terme à la discussion en lui disant bon, tu veux pas l'admettre, d'accord, mais tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes ça. Je veux vraiment que tu arrêtes parce que je suis fatiguée. Voilà. Donc, elle a parlé à son frère, elle pense que c'est fini, elle pense qu'elle va avoir la paix et que tous ces accidents ne vont plus se produire. Le problème, c'est que ça va s'empirer, crescendo. Euh, Parce que maintenant, en plus de la télé qui s'allume toute seule et des objets qui bougent, elle va commencer à se sentir mal dans l'appartement. Il y a certains moments dans la journée
où elle va se sentir observée. Mais quand je vous dis observée, c'est vraiment, elle a vraiment l'impression que quelqu'un la regarde et elle a ce sentiment de toujours être épiée, observée. Et ça commence vraiment à la peser parce que c'est pesant d'avoir l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de regarder par-dessus notre épaule ce qu'on peut être en train de faire pendant la journée. Alors bon, au départ, elle va ignorer le fait qu'elle se sent pas bien, donc elle va essayer de s'occuper le plus possible, de sortir de chez elle, aller faire des courses, se promener, aller voir sa grand-mère. Enfin voilà, elle va essayer de sortir de l'appartement parce qu'elle se dit que peut-être que le fait de rester trop encroûtée dans cet appartement, c'est peut-être pas bon pour elle. Alors du coup, elle se dit qu'il vaut peut-être mieux qu'elle sorte, qu'elle prenne l'air et qu'elle reste pas dans cet appartement toute la journée, sachant que c'est pas forcément bonne pour son mental. Du moins, elle pense que pour son mental, c'est pas la meilleure des solutions. Donc du coup, elle sort, elle va se promener et au départ, elle va continuer à ignorer le fait qu'elle est pas bien parce que quand elle rentre, et ça c'est vrai, elle va remarquer que à partir du moment où elle sort de l'appartement, elle se sent mieux, mais que dès qu'elle rentre dans l'appartement, elle recommence systématiquement à avoir ce sentiment de surveillance, comme si on était en train de la regarder. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment pas cool. À un moment donné, ça va aller en s'empirant parce que maintenant, en plus d'avoir cette sensation d'être observée, elle sent une présence dans l'appartement. Elle sent vraiment une présence, elle a vraiment l'impression qu'elle n'est pas toute seule et elle commence à avoir peur. Là, elle commence vraiment à rentrer dans le truc vraiment pas cool où tu as peur de ton propre appartement. Donc là, elle se dit que c'est plus possible, qu'elle doit en parler à Tom, qu'elle doit en parler à son mari et qu'elle peut plus, que c'est plus possible quoi. Donc du coup, elle va lui parler. Elle va essayer d'y aller à tâtons, histoire de ne pas paraître trop pour une folle. Et elle va lui dire, écoute, je me sens mal à l'aise dans l'appartement, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je me sens mal à l'aise. En plus, la télé du home cinéma s'allume souvent toute seule. Il faudrait peut-être faire venir un électricien, c'est pas normal et tout ça. Bon. Tom va faire venir un électricien pour regarder la télé. L'électricien va venir et il va décréter qu'il n'y a aucune anomalie, que la télé va bien, que les circuits électriques vont bien, et il va dire à Cassie que c'est peut-être les ondes, que parfois, suivant les ondes, suivant le temps, parfois il peut avoir des courts-circuits et ça peut allumer des télés, surtout des télés comme ça. Bon. Elle va se contenter des explications de l'électricien, mais malgré ça, elle va continuer à se sentir mal. Elle a peur. Et elle a tellement peur que maintenant, elle ne veut plus rester toute seule. Ça veut dire que quand son mari part au travail, elle fait en sorte de sortir toute la journée. Soit elle va faire des courses et après elle va chez sa grand-mère. D'ailleurs, elle va souvent chez sa grand-mère. Elle le dit qu'elle va souvent chez sa grand-mère et qu'elle reste chez sa grand-mère jusqu'au soir, jusqu'à ce que son mari rentre. Parce qu'elle le dit que quand son mari est là, elle se sent mieux. Mais quand elle est toute seule, elle a peur. Donc du coup, quand son mari est pas là, elle traîne pas dans l'appartement. Elle se prépare, elle s'habille, elle prend son sac et elle s'en va. Mais un jour, elle va rentrer. Elle va rentrer de chez sa grand-mère. Son mari va pas tarder à rentrer. Et là, elle va avoir peur. Elle va avoir peur parce que elle va retrouver sa salle de bain retournée. Les placards ouverts, les parfums, les crèmes, tout par terre, les serviettes aussi. Et de là, sur le coup, elle va avoir peur. Elle va avoir peur qu'il y ait quelqu'un qui soit venu cambrioler la maison. Même si normalement, un cambrioleur, il fait toute la maison. Alors que là, il n'y avait que la salle de bain qui était à sac. Sinon, tout le reste de l'appartement était rangé. Il n'y avait que la salle de bain qui avait été saccagée. Et elle va regarder et elle va remarquer qu'elle a toujours ses bijoux de valeur, ses parfums de valeur aussi, elle les a. Apparemment, rien n'a été volé.
Alors elle décide de pas en parler à Tom parce qu'elle ne veut pas l'inquiéter et du coup elle va remettre la salle de bain en état avant qu'il arrive. Et ensuite, elle va commencer à ne plus arriver à dormir. Ça veut dire que la nuit, quand elle dort, elle commence à faire des rêves vraiment terrifiants. Elle va dire que dans ses rêves, elle voit une fille qui hurle. Voilà, c'est tout ce qu'elle dit, qu'elle voit une fille qui hurle dans ses rêves et que forcément, bah, ça perturbe grandement son sommeil. Et elle va commencer aussi à la nuit, donc une nuit où encore une fois elle fait un terrible cauchemar, encore une fois elle se réveille, elle va dans sa cuisine boire un verre d'eau et elle entend comme des pleurs. Mais c'est très étouffé, hein, c'est vraiment vrai, c'est très subtil. Mais elle entend comme si quelqu'un pleurait. Donc elle est terrifiée, forcément, mais malgré sa peur, elle va faire le tour de son appartement. Elle va faire le tour de son appartement, elle va rien voir de suspect, et elle va retourner se coucher. Mais ceci va se reproduire plusieurs nuits d'affilée. Elle va se réveiller à cause d'un cauchemar, et quand elle va se réveiller, elle va entendre des pleurs dans l'appartement. Et là, elle commence vraiment à avoir peur parce que, en plus de ces objets qui bougent, de la télé qui s'allume toute seule, de ce sentiment d'être trépied, avoir l'impression qu'il y a toujours quelqu'un en permanence avec toi, et maintenant il y a ces cauchemars qui viennent en plus, et quand elle se réveille, elle entend des pleurs, et elle ne sait plus quoi penser. Elle sait plus quoi penser et elle va en parler à sa grand-mère. Elle va en parler à sa grand-mère, elle va lui dire: Mamie, dans mon appartement, je me sens pas bien, j'ai l'impression qu'il y a une présence, je me sens observée. La nuit, je fais des rêves d'une fille qui hurle, et quand je me réveille, j'entends comme si quelqu'un pleurait dans l'appartement, alors que, à part moi et Tom, il y a personne d'autre, et Tom dort, et c'est pas moi qui pleure, donc au départ, elle va peut-être penser que c'est les voisins. Et c'est ce que sa grand-mère va lui dire. Elle va dire c'est peut-être une voisine qui est pas bien et tout ça. Tu devrais essayer de t'informer. Mais manque de peau, elle a au-dessus de chez elle, il y a personne. L'appartement qui est au-dessus de chez elle enfin, pour l'instant, il n'y a pas de locataire. Elle a quelqu'un qui habite en dessous de chez elle, mais au-dessus de chez elle, elle a personne. Donc du coup, là déjà, la thèse de la voisine s'efface parce qu'il n'y a pas de voisine. Et du coup, elle va vraiment commencer à prendre peur. Elle ne sait plus quoi penser et mis au pied du mur, elle se dit qu'il faut qu'elle en parle à son mari, qu'aujourd'hui elle ne peut plus se permettre de garder ça pour elle, même si au départ elle voulait le garder pour elle. Et elle va lui raconter la télé qui s'allume toute seule, les objets qu'elle perd et qu'elle retrouve dans des endroits complètement illogiques, et qu'elle fait des cauchemars, qu'elle se sent observée dans l'appartement, qu'elle a toujours cette sensation de ne pas être seule et qu'elle fait ces cauchemars terrifiants et que quand elle se réveille, elle entend des pleurs dans l'appartement. Sur le coup, le mari, il va lui dire: mais t'es sûr que tu vas bien? Tu devrais peut-être aller voir un médecin. Et de là, elle va lui dire: mais je suis allée voir le médecin. Je suis allée voir le médecin et le médecin a bien décrété que je n'ai pas de problème. Donc, ne va pas me dire que je suis folle vu que je suis allée voir un médecin et que le médecin a attesté que j'étais en bonne santé et que mon cerveau allait bien. Donc, du coup, je suis pas folle. Je suis sûre que tout ce que j'entends, que tout ce que je vis, il y a quelque chose derrière ça. Et toi, vu que ça fait longtemps que tu vis dans l'appartement, tu pourrais peut-être me dire, est-ce qu'il y avait, je sais pas, est-ce qu'il y a eu quelqu'un, je sais pas, est-ce que tu connais l'histoire de l'appartement, est-ce que tu t'es renseigné? Et du coup, le mari, il va un peu éviter la conversation en lui disant qu'il est tard, qu'il est fatigué et qu'il veut dormir. Et le lendemain, elle va retourner voir sa grand-mère.
Et là, sa grand-mère va commencer à lui parler à lui dire: «Mais, tu sais, tout ce que tu racontes, les objets qui bougent, cette sensation, d'être observé, le fait que tu aies peur dans ton appartement, les cauchemars, les pleurs que tu entends, ça peut ressembler à une manifestation, d'esprit. Ton appartement serait peut-être hanté, tu n'y as pas pensé». Et de là, bah, sur le coup, Cassie, elle est très terre à terre. Elle dit: «Mais tes fantômes, mamie, ça n'existe pas». Mais elle admet quand même que c'est pas normal que tous les soirs, elle entende ses pleurs et qu'en plus de ça, elle se sent pas bien dans l'appartement. Enfin voilà, tout ça, ça a pas vraiment d'explication logique. Donc du coup, elle va se dire que sa grand-mère a peut-être pas tort. Donc du coup, elle va se mettre dans l'idée d'enquêter pour savoir qui était dans l'appartement avant elle. Parce qu'elle se dit que c'est peut-être lié à un drame qui s'est passé avant que son mari emménage et que du coup, c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, elle a vraiment cette sensation d'être épiée, regardée, enfin voilà. Elle va faire des recherches, mais on va dire qu'elle va faire chou blanc parce qu'elle va pas trop savoir les choses. Et un jour, elle descend récupérer son courrier et elle croise la concierge. La concierge est une femme qui gère l'appartement depuis, enfin qui gère l'immeuble, enfin la résidence, parce que c'est une résidence, qui gère la résidence depuis bien longtemps. Donc du coup, elle va aller la voir et puis elle va lui donc au départ, elle va juste lui dire bonjour et elle va lui poser quelques questions. Elle va dire mais madame, ça fait longtemps que vous êtes dans cette résidence. Est-ce que vous savez qui était là avant que mon mari emménage dans l'appartement dans l'appartement 7. Et la concierge va lui dire que avant elle, il y avait juste un homme célibataire, mais qu'il n'est pas resté longtemps. Mais par contre, elle va lui dire autre chose qui là va l'inquiéter. Elle va lui dire que avant elle, et d'ailleurs, elle va le dire en pensant que Cassie est au courant, en lui disant mais de toute façon, votre mari, ça fait longtemps hein, qu'il habite dans cette résidence. Et bah, d'ailleurs, vous le savez, parce qu'avant, il vivait ici avec son ex-femme. Et là, Cassie, son sang va faire qu'un tour, parce qu'elle ne se souvient pas que son mari lui ait parlé qu'il avait déjà eu une femme. Donc du coup, là, elle va essayer d'en savoir un peu plus sur cette fameuse femme. Donc, elle va en parler à son mari va lui dire, oui, oui, c'est vrai, j'ai été mariée avant toi, mais je te jure, ça n'a pas duré longtemps. Et puis de toute façon, on a divorcé très vite parce que de toute manière, cette faillite n'était pas fait pour moi. Et, et du coup, bon, bah, sur le coup, elle va se dire, bon, il m'en a pas parlé, c'est pas grave, en même temps, je lui avais pas posé de questions. Donc, bon, elle va passer l'éponge là-dessus. Et puis, elle va commencer à vraiment se poser des questions et à être inquiète et ça l'énerve parce qu'elle n'a pas de réponse. Les manifestations qu'elle vit ont forcément une explication, mais elle n'arrive pas à trouver. Parce que le voisin avant elle, enfin, la personne qui habitait avant son mari n'est pas restée longtemps et il n'y avait pas d'histoire particulière. Et son mari, il a juste eu une femme avant elle, mais ça n'a pas duré longtemps non plus. Donc, à un moment donné, elle va se dire que il faut qu'elle ignore ces manifestations parce qu'elle se dit peut-être plus je les ignore et plus ça va passer. Mais elle va se tromper.
Elle va se tromper parce que les manifestations vont devenir de plus en plus fortes. Elle va commencer à entendre des coups dans les murs la journée maintenant. Maintenant, en plus des coups dans les murs, la journée, quand elle ne peut pas aller chez sa grand-mère et qu'elle est obligée de rester dans l'appartement parce que elle a des papiers à trier ou du ménage à faire, elle va commencer à entendre des murmures aussi. Et là, elle va commencer vraiment à se dire que l'idée du fantôme, c'est peut-être pas une alu. Elle va pas en parler à son mari parce que forcément son mari ne la croit pas, donc du coup elle sait très bien que ça sert à rien d'en parler à son mari et elle va en parler à sa grand-mère. Et sa grand-mère va lui dire en général ce que tu me dis, ce que tu décris des pleurs, des murmures, c'est peut-être l'esprit d'une femme qui est dans cet appartement. Et donc, Cassie, elle va lui dire, oui, mais il n'y a pas de femme qui est morte dans cet appartement récemment, du moins, il n'y a pas eu de drame. Et de là, elle va lui dire, oui, mais tu sais que Tom a eu une femme avant. Tu as essayé de faire des recherches sur cette femme, savoir où elle vit, parce que peut-être que elle, vu qu'elle a vécu avant toi, peut-être que elle aussi, elle a entendu ces manifestations. Peut-être que elle pourrait te donner une piste justement. Peut-être que elle sait ce qui s'est passé dans l'appartement. Et peut-être que elle, les phénomènes que tu es en train de vivre, elle les a peut-être vécus. Alors du coup, elle va se mettre en tête à essayer de retrouver cette femme. Elle va poser la question à son mari va lui dire qu'elle s'appelait Natacha et que à part ça, elle s'appelait Natacha, ils se sont mariés très jeunes et elle a déménagé très rapidement, mais il ne sait pas où elle a déménagé. Du coup, elle va essayer de faire sa petite enquête. Euh, Elle va aller voir donc du coup sa belle-mère, donc la mère de Tom, et elle va lui poser la question, mais vous savez, où est-ce que vit l'ex-femme de votre fils, Natacha. Je sais qu'elle a vécu dans l'appartement avant moi. Est-ce que vous auriez une petite idée de là où elle vit? Alors au départ, la belle-mère comprend pas trop pourquoi Cassie tient tant à savoir où se trouve la vieille, où se trouve l'ex-femme de son fils. Et du coup, elle va lui dire non, 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 mais c'est juste comme ça, par curiosité, quoi. Et de là, elle va dire une phrase qui est pas sans conséquence. Elle va lui dire, vous êtes bien trop curieuse. Ne cherche pas trop à savoir la vérité. Et il n'y a rien de pire à dire pour que quelqu'un, justement, essaye de creuser. Parce que, justement, là que la belle-mère de son mari lui a dit ça, ça va la rendre encore plus curieuse et elle va encore plus essayer de savoir qu'est-ce qui se cache dans cet appartement. Et où se cache cette fameuse Natacha. Et en fouillant, à un moment donné, elle va écouter les chuchotements qu'elle entend la journée. Et elle va se rendre compte que les chuchotements se centrent au niveau du bureau de son mari, parce que son mari a un bureau dans l'appartement. Et elle va se mettre en tête de fouiller tout le bureau de son mari, le bureau entier. Elle va prendre une après-midi et elle va le retourner. Elle veut trouver des preuves et savoir où se trouve cette fille. Et ce qu'elle va découvrir va lui glacer le sang parce qu'elle va elle va se rendre compte qu'il a une boîte avec des centaines de photos de lui avec cette fille, de cette fille euh, et d'un bracelet aussi. Elle va voir qu'il y a un bracelet. Et sur le bracelet, il y a le nom de cette fille, il y a un gravé, donc Natacha. Et à un moment donné, elle voit sur le... Et à force de fouiller, elle va voir que sur certaines photos, il y a des taches sombres. Donc elle ne sait pas trop quoi en déduire. Donc du coup, elle va prendre les photos où il y a ces taches, elle va les emmener et les faire analyser. Et il se trouve que ça sera du sang qui appartenait à Natacha. Et du coup, là, elle va vraiment commencer à avoir peur, Cassie, parce qu'elle va se dire, attends,
si cette fille, si je retrouve du sang de cette fille, c'est qu'elle va pas forcément bien. Bon, certes, c'est pas des grosses mares de sang, c'est des petites gouttes. Mais quand même, ça reste du sang. Alors de là, elle va vraiment décider d'aller voir les seules personnes qui peuvent peut-être la mettre sur la piste, donc la police. Elle va aller voir la police et va leur dire, écoutez, j'essaye de retrouver cette jeune femme, elle s'appelle Natacha, j'essaye de la retrouver depuis j'essaye de savoir où elle est, c'est l'ex-femme de mon mari, j'essaye de la retrouver, et j'ai retrouvé du sang qui lui appartenait sur cette photo et tout. Et de là, le policier va la regarder étrangement parce qu'il va lui dire, oui, mais vous êtes au courant que cette jeune femme que vous parlez, Natacha, elle a disparu depuis presque un an maintenant. Alors là, comment dire? Là, elle commence vraiment à... Elle est choquée parce qu'elle se dit, mais attendez, je comprends pas. Quand j'ai parlé à mon mari, il m'a dit qu'elle était partie, qu'elle avait déménagé, qu'elle habitait ailleurs. Et de là, il va dire oui, bah oui, mais faut pas toujours croire ce que dit votre mari. Votre mari, on l'a suspecté. Et même encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et il va donc du coup prendre la photo avec le fameux sang dessus. Et il va dire, mais par contre que vous ayez retrouvé une photo avec du sang dessus, ça va peut-être pouvoir nous permettre de faire avancer quelque chose. Parce que si vous nous dites que vous avez retrouvé le sang de cette fille plus d'1 an après sa disparition, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. C'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et du coup, suite à ça, on vous tiendra au courant. Et de là, elle va lui dire, mais j'ai fait analyser la photo et c'est vraiment le sang de Natacha dessus. Donc, du coup, là, elle va confronter son mari. Elle va lui dire, maintenant, t'arrêtes de me raconter des histoires. Je sais que Natacha n'a pas déménagé. Je sais que Natacha a disparu. Et pourquoi tu m'as pas dit qu'elle a disparu? Pourquoi tu t'as préféré me raconter qu'elle avait déménagé au lieu de me dire la vérité? Et de là, il va la baratiner en lui expliquant qu'il ne voulait pas l'inquiéter, que voilà, que c'est vrai. Un jour, elle est partie acheter un paquet de cigarettes. Elle est jamais rentrée. Et ils l'ont cherché pendant des mois et des mois, mais ils l'ont jamais retrouvé. Et un jour, elle va être seule dans l'appartement et elle va entendre un vacarme, mais il va avoir des coups dans tous les murs. Mais quand je vous dis dans tous les murs, c'est dans tous les murs. Elle a l'impression que l'appartement, il tremble. Et à un moment donné, la nuit qui suit, elle va faire un rêve. Et ce rêve, il est totalement abominable. Elle va dire qu'elle a rêvé de cette même femme qui criait. Mais qu'en plus de crier, elle se faisait emmurer vivante. Dans les murs de son appartement. Et plus particulièrement dans les murs de la cave. Et cette nuit-là, elle va se réveiller et elle va voir une sorte de spectre devant elle, au pied de son lit. Et ce spectre, c'est cette fille. C'est la fille qu'elle voyait dans ses rêves. C'est elle. Mais là, cette fois-ci, elle est devant elle. Et là, Natacha, et là, Cassie, elle se pince. Parce qu'elle croit qu'elle fait un rêve sur le coup. Mais non, elle est bien réveillée. Et elle va voir cette femme marcher. Cassie, elle va nous le dire. Elle ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, elle se lève et elle va suivre cette femme. Et cette femme va la mener jusqu'à la cave. Et elle va disparaître devant un mur. Et de là, Cassie ne saurait pas l'expliquer, mais elle a eu un mauvais pressentiment. Alors elle va attendre
que son mari parte au boulot le lendemain, elle va prendre un marteau et elle va démolir le mur. Et ce qu'elle va y découvrir, c'est affreux. Elle va y découvrir le corps de cette fameuse Natacha qui avait disparu depuis près d'1 an. Elle va la retrouver. Et de là, elle va appeler la police, hein, forcément. Hein. Quand tu découvres un corps, t'appelles la police. Hein. Et en effet, les analyses montreront que c'était bien Natacha. Et que Natacha a été emmurée vivante. Et que le coupable n'est rien d'autre que son mari, Tom. Il l'a emmurée vivante. Il l'a emmurée vivante parce que elle ne voulait plus vivre avec lui. Elle voulait divorcer, mais lui, il voulait pas. Du coup, il l'a emmurée vivante. Et après, il a fait croire qu'elle était partie. En la faisant passer pour disparue. En disant, elle est partie chercher un paquet de clopes, elle a disparu. Alors qu'en fait, elle n'avait pas disparu. Elle était restée dans l'appartement. Sauf qu'elle n'était pas dans l'appartement, elle était dans la cave. Dans la cave de la résidence. Depuis plus d'1 an. Emmurée. Voilà. Donc c'est la fin de cette première histoire. Enfin voilà. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie. D'ailleurs il y a un film sur ça qui retrace à peu près la même chose. C'est le film Hypnose. Je pense que vous devez peut-être connaître. Donc voilà. Donc nous allons continuer avec la deuxième histoire de notre vidéo. Cette fois-ci, c'est une légende. Hein, c'est une légende, hein, c'est pas une histoire. Enfin, c'est pas une histoire vraie. Cette histoire va se produire dans un grand château. Un grand château, un énorme château, une très grande bâtisse. C'est à l'époque, nous sommes à l'époque des chevaliers et à l'époque, Hermon Grantos, Hermon Grantos est un homme très grand. C'est un roi. Et ce roi a une fille qui s'appelle Ténésis. Ténésis est une jeune fille tout à fait normale, avec la joie de vivre, le sourire, l'élégance et tout ce qui va avec. Le problème, c'est que Ténésis atteint l'âge de ses 20 ans. Et pour là, et à cet âge-là, pour Hermon Grantos, qui est son père, il est temps que sa fille se marie. Et il va lui trouver un prétendant. Donc du coup, le comte de Montmurail. Le comte de Montmurail est un homme assez dur, pas très beau, faut dire ce qui est, mais c'est un homme très influent, qui est un très grand chevalier, et qui en plus d'être un très grand chevalier, est très ami avec le roi, donc avec Hermon Grantos. Et du coup, Hermon Grantos, pour lui, quand il voit le palmarès du comte de Montmurail, il se dit, c'est l'homme qu'il faut à ma fille. Voilà. Et du coup, il va annoncer à sa fille Ténésis qu'aujourd'hui, elle doit se marier, qu'elle doit avoir un mari, qu'elle doit avoir un héritier et qu'elle ne peut plus rester toute seule. Et qu'il lui a trouvé un mari. Et que ce mari n'est rien d'autre que le comte de Montmurail. Quand Ténésis entend ça, elle lui dit qu'elle ne veut pas. Et qu'elle n'aime pas le comte du Montmurail, et qu'elle aime un autre homme qui s'appelle Sylvain et qui est c'est un paysan
qui est fils euh, de palefrenier. Vous savez, les gens qui s'occupent des chevaux. Quand Hermon Grantos entend que sa fille en pince pour un paysan, fils de palefrenier, il lui dit mais tu vas pas épouser un homme qui est fils de palefrenier. Je suis le comte, je suis Hermon Grantos. Je suis le roi Hermon Grantos. Ma fille est une princesse. Elle va pas se marier avec un paysan. Non, tu vas te marier avec le comte de Montmurail, qui est un homme très bien pour toi, j'en suis sûre. Donc du coup, bah, elle veut pas, hein, mais on va dire que son père va pas lui laisser le choix, hein, il va lui dire de toute manière, t'épouseras le comte de Montmurail, que tu le veux ou non, en fait, hein, je vais pas te laisser le choix. Elle va donc du coup en parler, hein, à son grand amour, donc du coup le paysan, fils de palefrenier, Sylvain. Elle va lui dire mon père il veut me forcer à épouser le comte de Montmurail, j'ai pas envie d'épouser ce vieux croulant, j'ai envie de faire ma vie avec toi et tout ça. Et du coup, Sylvain va lui dire, écoute, tu ne peux pas aller contre la volonté de ton père. S'il veut te marier, il te mariera, cet homme. Donc tu peux pas aller contre la volonté de son père. Essaye de faire bonne figure, essaye d'être la meilleure épouse possible, et nous on continuera à se voir en cachette. Et d'ailleurs, il se donne un coin de rendez-vous, donc du coup la chapelle du village. La chapelle du village en plein milieu de la nuit. Alors le mariage a lieu, elle se marie avec le comte du Montmurail, malgré qu'elle n'est pas du tout, mais pas du tout d'accord avec ça. Elle va se marier avec lui. Mais toutes les nuits, Ténésis va faire le mur. Elle va se lever, elle va faire en sorte de ne pas réveiller son mari, et elle va retrouver son amant Sylvain dans la chapelle du village toutes les nuits à 3 heures du matin. Et de 3 à 5 heures du matin, ils restent ensemble, et à 5 heures du matin, elle se dépêche de retourner au château pour justement ne pas se faire griller. Mais tous les deux en ont marre de se voir en cachette. À un moment donné, elle peut plus vivre avec cet homme qu'elle n'aime pas, hein. Excusez-moi pour le chat qui se met devant la caméra. Donc du coup, comme je vous ai dit, elle peut plus vivre avec cet homme. C'est plus possible. Alors avec Sylvain, ils se mettent d'accord sur un plan. Ils veulent fuir. Ils veulent s'enfuir pour pouvoir vivre leur amour, mais ils doivent partir, quitter le village. Et donc du coup, ils se fixent une date, une nuit pour justement partir. Donc elle avait tout préparé à l'avance, hein. Elle avait préparé son sac avec le peu d'affaires qu'elle a. Elle va pas embarquer toute sa garde-robe, elle va vraiment embarquer le minimum et elle va partir. Le problème, c'est que un des gardes va la voir quitter le château et il va prendre tout son bataillon pour la suivre, pour justement voir où elle va aller, parce qu'ils sentent qu'il y a un coup fourré quelque part. Et malheureusement, il la chope. Il la chope avec, en train de s'enfuir avec Sylvain, le fils de palefrenier. Alors, donc du coup, ça vient savoir, elle va se retrouver emprisonnée dans une cellule. Et puis, Hermon Grantos va être au courant, hein, de la connerie de sa fille. Et le comte de Montmurail aussi va le savoir. Et lui, par contre, il va être furieux. Et il va avoir une grosse dispute entre le père entre Hermon Grantos et le comte de Montmurail, parce que le père ne veut pas qu'on tue sa fille, et lui il exige qu'on tue sa fille, que sa fille l'a trahi, que c'était sa femme, et que sa femme n'avait pas à fuir avec un fils de paysan. Donc du coup, il demande à ce qu'on la tue. Mais Hermon Grantos va réussir à négocier quelque chose
avec le comte du Montmirail. Il va dire ne la tuez pas. Faites preuve de clémence. Ne la tuez pas. Emprisonnez-la. Et c'est ce qui va être fait. La princesse Ténésis va être enfermée dans une cellule qui se trouve dans les sous-sols du château. Et elle va pas avoir grand-chose à manger, elle va avoir un bout de pain et un verre d'eau par jour. Mais c'est tout, elle aura rien d'autre. Et elle va hurler, elle va hurler, elle va hurler, mais personne ne l'entendra. Et un jour, quelque temps après, elle va apprendre que par contre, son amoureux, le paysan, lui a été pendu. À la suite, qu'il a été pendu pour avoir voulu fuir avec la princesse Tennessee. De là pour Tennessee, c'est le drame de sa vie là. Hein. Pour elle, elle a perdu son grand amour. Hein. Elle a plus vraiment de raison de vivre. Et du coup, elle va se laisser mourir. Elle va se laisser mourir et elle va arrêter de manger, même si elle mangeait pas beaucoup hein, dans sa camisole. Hein. Mais elle va arrêter de manger et elle va mourir finalement de faim. Elle va mourir de faim. Et aujourd'hui, le château existe toujours. Et justement, les propriétaires du château disent que souvent, la nuit, on peut entendre la princesse Ténésis pleurer et crier parce que après sa mort, elle errait encore dans les sous-sols du château, là où elle a trouvé la mort, et qu'elle elle reste prisonnière de ce château parce qu'elle n'a toujours pas retrouvé son grand amour, le paysan. Donc voilà, donc ça c'était la légende, hein, comme je vous ai dit. Donc ça c'est qu'une légende, hein, comme je vous ai dit. Hein, c'est pas, il n'y a pas de fait, on n'a pas trouvé de fait vraiment réel. C'est une légende. Et c'est une légende assez belle, hein, ça parle vraiment d'une histoire d'amour, qui a mal fini, mais ça parle quand même d'une histoire d'amour, hein, comme quoi à l'époque on pouvait vraiment être très cruel, hein, même avec les femmes, surtout avec les femmes. Et donc voilà. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces deux histoires vous ont plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.